La parole à Monsieur Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, en écoutant Maud Gattel qui intervenait juste avant moi, je me disais que d'abord une opposition qui s'exprime est possible et j'invite aussi les Parisiens à voir que plusieurs groupes de l'opposition municipale ont choisi de participer à cette séance et d'exprimer leurs opinions. Ensuite, et sur le fond, je me disais aussi en écoutant Maud Gattel que elle avait oublié la crise sanitaire, sa durée, son intensité, sa dureté, oublié aussi la guerre en Ukraine, ses conséquences, et je pense qu'à défaut d'avoir prévu l'imprévisible, on peut reconnaître à notre municipalité d'avoir répondu présent pour faire face à ces crises. Car oui, nous avons en responsabilité assumé les effets de cette crise, et comme d'autres collectivités, nous avons aidé et nous continuons à aider les plus vulnérables ainsi que le tissu économique de Paris. Oui, nous protégeons les nôtres au plus fort de ces crises. Mais tout cela a un coût. Et pour Paris, nous le savons aujourd'hui, il s'élève au total à 1,2 milliard d'euros et on peut ajouter à cette somme astronomique le surcoût lié à l'augmentation du prix de l'énergie qui devrait s'élever à au moins 100 millions d'euros pour 2022-2023. Alors devant ces chiffres, nous nous attendions, et je pense que les Parisiens s'attendaient aussi légitimement à ce que l'État vienne en aide et en soutien des habitants de sa capitale, comme ce fut le cas pour d'autres villes dirigées par des amis du gouvernement, même si aujourd'hui ce sont toutes les collectivités locales qui sont devenues des variables d'ajustement du budget de l'État. Mais non content de nous abandonner en rase campagne, le gouvernement charge encore un peu plus la barque pour Paris. Hausse de la péréquation, baisse des dotations, ce qu'on appelle le double effet ciseau. Résultat pour cette année, 118 millions d'euros en moins pour Paris, qui s'ajoute aux 1,2 milliard de la crise Covid et à la facture énergétique. Et ce n'est pas tout, parce qu'il faut toujours aller un peu plus loin concernant Paris. Le gouvernement a cherché ce qu'il pouvait faire de plus. Alors il a supprimé la procédure des loyers capitalisés qui était en vigueur depuis 6 ans. Ça tombe bien, nous ne lui avions, et vous ne lui aviez, Madame la maire, rien demandé. Et finalement, c'est dommage, je pense qu'il a privé Madame Dati de son seul argument sur le budget de la ville. Cette procédure des loyers capitalisés, qui n'était d'ailleurs en rien un cadeau, qui était la conséquence de notre engagement fort pour le logement social, mais visiblement le logement social, ce n'est pas la priorité de ce gouvernement. Le bilan du premier quinquennat Macron le montre largement. On aurait pu pourtant espérer que la situation changerait un peu pour les collectivités territoriales, puisqu'en juin dernier, le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini donnait rendez-vous aux collectivités locales à l'automne, c'est-à-dire maintenant, dans le cadre des discussions budgétaires pour faire le point sur la situation financière suite à l'augmentation du point d'indice et voir comment aider les collectivités. Effectivement, nous avons vu, ou plutôt nous n'avons rien vu. L'aide n'est pas venue et je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre réunion de travail sur le sujet. Car Paris n'est pas un cas isolé. Toutes les collectivités locales sont logées à la même enseigne. C'est ce que disent toutes les associations d'élus, je vais y revenir. Je pense même que c'est ce qui gêne tant Madame Dati et son groupe auquel elle impose le silence ce matin. Ainsi, André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, qui déclare « Face aux multiples crises, nos concitoyens ont plus que jamais besoin de services publics, mais plus le temps passe, plus l'écart se creuse entre le pouvoir d'agir qu'on nous demande et la capacité d'agir qu'on nous refuse. » Christophe Bouillon, le président de l'Association des petites villes de France, qui évoquait récemment la menace d'un blackout territorial pour les maires qui ne savent pas comment boucler leur budget. Françoise Gattel, sénatrice centriste, présidente de la délégation aux collectivités territoriales au Sénat, qui rappelait que la hausse des dépenses d'énergie représentait au total 11 milliards pour les collectivités locales. François Sauvadet, président de l'Association des départements de France, qui indiquait il y a quelques jours que les départements ne se portent pas bien, dont une quinzaine ne se portent pas bien du tout. Et François Durovray, président
membre des Républicains par ailleurs, du conseil départemental de l'Essonne, qui disait il y a quelques jours « Je peux tenir en 2023 et en 2024, mais pas au-delà ». Dans une interview donnée au journal Le Monde, le président du conseil départemental des Ardennes, membre du parti Les Républicains lui aussi, disait « On veut nous asphyxier, c'est tout simplement la survie du département qui est en jeu ». Et je pourrais continuer la liste. Mais alors, à l'heure, où il est plus que jamais nécessaire de se mettre autour de la table pour dialoguer, État et collectivités, pour imaginer des réponses ensemble aux différentes crises auxquelles notre pays est confronté, la seule réponse apportée par le gouvernement aura finalement été l'utilisation du 49.3 sur le projet de loi de finances à l'Assemblée. Avouons qu'il y a meilleure manière pour rassurer et donner des preuves de considération. Ce mépris d'ailleurs affiché pour la représentation nationale, comme pour les collectivités locales, il aura au moins le mérite d'agir comme un révélateur sur les intentions réelles de l'exécutif, loin des déclarations de bonne volonté, n'en déplaise à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, qui se disait pourtant ouverte aux propositions. Mais en politique aussi, il n'y a que les preuves qui comptent, et toutes nos propositions, vous l'avez rappelé, Madame la maire, ont été rejetées, alors que pour la plupart, elles ne coûtaient pas un euro à l'État et pas un euro aux Parisiens. Car pour faire face à ces crises multiples, nous avons réfléchi, nous avons travaillé, notamment sous l'égide de Paul Simondon et de Nicolas Bonnet. Nous avons fait des propositions qui permettaient de dégager des ressources justes et des ressources efficaces. Pour dégager des ressources supplémentaires et mieux répartir l'effort, nous avons, dans le cadre du débat parlementaire, et nous continuerons de le faire, proposé des amendements soutenus par des associations d'élus. Ces propositions, vous les avez dites, faire contribuer davantage les propriétaires de résidences secondaires et de logements laissés vides. Augmenter la taxe de séjour pour les hôtels de luxe et les palaces, dont le montant est aujourd'hui dérisoire. Lutter contre les abus fiscaux sur des transactions immobilières particulièrement élevées. Ces propositions, elles avaient le mérite de la clarté. Elles étaient basées sur un principe qui guide notre action politique au quotidien, la justice et la solidarité. Le choix d'utiliser le 49.3 a tout balayé. Ces propositions, qu'elles aient été examinées ou non, ont toutes été rejetées. Nous le regrettons profondément, mais nous ne renoncerons pas. Alors, face à cette situation financière qui s'impose à nous, fallait-il renoncer à agir? Fallait-il laisser nos services publics se dégrader? Fermer nos piscines, diminuer le nombre de places en crèche, augmenter le prix de la cantine et des centres de loisirs, revenir sur la gratuité des transports en commun pour les seniors, les enfants, les personnes en situation de handicap. Fallait-il réduire le nombre de policiers municipaux ou le nombre d'agents de propreté? Certaines communes ont fait ces choix, souvent contraints. Je ne sais pas si c'est ce que Mme Gatel appelle réforme de structure, mais en tout cas, ce n'est pas notre choix politique. À l'heure où la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique tuent toujours davantage, nous avons refusé de réduire nos investissements dans la transition écologique et nous avons aussi refusé de sacrifier la solidarité. Car penser que nous allions renoncer à notre projet, c'est bien mal connaître notre majorité municipale et nos convictions. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à agir pour mettre en œuvre le projet de gauche et écologiste pour lequel les Parisiens nous ont élus. Et oui, nous avons besoin de moyens pour ce faire, et nous l'assumons pleinement. Cela a été rappelé, le taux de taxe foncière à Paris est le plus bas des grandes villes de France. Il n'a pas augmenté depuis longtemps. Mais nous ne l'augmentons pas de gaieté de cœur. Nous le faisons parce que c'est une nécessité pour mettre en œuvre notre projet dans les conditions qui nous sont imposées par le gouvernement. Et malgré cela, nous continuons et nous continuerons de proposer d'autres recettes possibles. C'est le gouvernement aujourd'hui qui est responsable de l'augmentation de la taxe foncière, car nous n'accepterons pas l'austérité qu'il veut imposer à Paris. Et parce que
Et parce que la solidarité et l'accélération de la transformation écologique de notre ville sont nos priorités, il nous est proposé ce matin par l'exécutif d'exonérer à 100% le paiement de la taxe foncière pour les propriétaires qui investiront dans la rénovation thermique. Il nous est également proposé de mettre en œuvre des exonérations pour les Parisiens les plus fragiles dans les conditions que nous permette la loi. Et il s'agit là de mesures de justice sociale et climatique bienvenues que nous approuvons pleinement. Parallèlement à l'augmentation de la taxe foncière, nous poursuivons la politique d'économie déjà engagée au sein de la ville. Le groupe Paris en commun soutient pleinement cette action et je tiens à souligner les efforts réalisés par l'ensemble des adjoints et par l'administration en ce sens. Vous avez aussi, Madame la maire, et cela a fait l'objet de notre précédent Conseil de Paris, engagé un plan de sobriété visant à réduire notre facture énergétique de 10%. Dans le même état d'esprit, vous avez engagé des discussions avec l'État pour revoir les montants des loyers particulièrement bas, voire nuls, payés à la ville par l'État lorsqu'il occupe nos bâtiments. Là encore, c'est un principe de saine gestion. Oui, cela représente des réformes de structure. Alors, nous ne saurons pas les recettes que nous propose le groupe Les Républicains, puisqu'il n'est pas là. C'est dommage. Madame Dati aurait pu nous dire s'il y avait trop de fonctionnaires au service des Parisiennes et des Parisiens, lesquels? Les policiers municipaux, les personnels de crèche, ceux affectés à la propreté, aux parcs et jardins. Elle aurait pu nous donner la liste. Elle aurait pu nous dire quelles subventions culturelles, sportives, sociales, pour l'intégration, elle souhaitait supprimer. La réalité, ne nous payons pas de mots, c'est que dans les arrondissements ou gérés par un maire issu de son groupe, on nous demande toujours davantage de personnel, davantage d'équipements, davantage de subventions. C'est cela la réalité et plus personne n'est dupe. Madame Dati aurait pu aussi nous dire quel tarif elle souhaitait augmenter. Est-ce qu'elle souhaite augmenter les tarifs des cantines scolaires, comme son ami Laurent Wauquiez dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien se contente-t-elle de répéter les éléments de langage macronistes? Je vais en donner quelques-uns d'ailleurs. Il y a les propos du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu, qui était encore il y a quelques semaines maire d'Angers, qui a la taxe foncière, je crois, la plus élevée des grandes villes de France, 30 points au-dessus de la nôtre, mais qui se permet de nous donner des leçons. Visiblement, ces fiches ne sont pas à jour. Je passerai outre les propos de Gabriel Attal, je passerai outre ceux de Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ou de Clément Beaune, ou d'Olivia Grégoire. Quant à Marlène Schiappa, je crois qu'ils sont candidats à une élection assez lointaine. Je me réjouis, soit dit en passant, du vif intérêt qu'ils ont pour Paris malgré un emploi du temps chargé. J'espère qu'ils s'intéressent autant à leur dossier ministériel, autant aux autres collectivités de France. Mais en attendant, nous avons rétabli la réalité. Ce sont les Parisiens qui bouchent un peu les trous de la politique gouvernementale et en aucun cas le contraire. Alors, un peu de dignité quand il y a une semaine encore, et comme le soulignait très justement Léa Filoche, faute de solutions pérennes et de places disponibles adaptées, c'est la ville de Paris qui, une nouvelle fois, a mis en place l'un de ses gymnases pour qu'une centaine de personnes, dont des familles, dont des enfants, trouve un refuge. Lorsque l'État est défaillant sur ses propres compétences, la ville de Paris, elle est présente au rendez-vous. Donc redisons-le, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand on appartient à un gouvernement qui asphyxie les collectivités locales financièrement, on s'abstient de critiquer les maires qui assument leurs responsabilités avec courage, même la maire de Paris. Et c'est malheureusement ce courage qui manque cruellement au gouvernement lorsque lui, il refuse
de taxer les superprofits des entreprises, lorsque les bénéfices battent des records et qu'ils refusent de taxer les superdividendes. La contribution des Français modestes et de la classe moyenne au budget de l'État, elle ne cesse d'augmenter. La politique injuste du gouvernement, ce sont tous les Français qui la payent et ce sont leurs communes, leurs départements et leurs régions également. En clair, ce sont donc aussi les contribuables parisiens qui payent l'inaction, le manque de courage et le manque de solidarité de ce gouvernement. Alors, je conseille au ministre un peu de dignité et un peu de proximité avec la réalité des faits et des chiffres. À défaut de soutenir ceux qui agissent sur les territoires, dans les collectivités, à Paris comme ailleurs, qu'ils s'abstiennent au moins de les critiquer. La majorité, elle agit dans l'intérêt des Parisiens et c'est donc en responsabilité que le groupe que je préside apporte tout son soutien aux orientations budgétaires qui sont aujourd'hui proposées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.